Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, d'aller vendre en direct. Donc, je ne peux que le conseiller à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Après, c'est pas du tout la même chose. Même si moi, à l'époque, quand j'étais affilié, j'avais réussi à négocier avec beaucoup de mes partenaires ce qu'on appelle un rev share, partage de rémunération, où j'étais à 80% de reversement, ce qui est excellent. Effectivement, pour générer du lead, ça peut être paradoxal, mais je pense qu'il vaut mieux, c'est comme ça que j'ai commencé et je regrette pas, il vaut mieux aller sur des secteurs qui sont concurrentiels, parce que effectivement, le lead va te coûter un peu cher, mais par contre, il y aura toujours des débouchés. Par contre, l'humain, c'est ce qui est le plus dur, et c'est surtout, ça peut t'empêcher de dormir, quoi. Enfin, quand t'as des sujets, des cas qui sont compliqués. Mais je ne regrette pas une seule seconde, parce que l'aventure entrepreneuriale, elle est incroyable. Et même si demain tout devait s'arrêter, je ne regretterais pas une seule seconde de l'avoir fait. Parce que tu montes une vraie marque, tu fais une vraie team, t'as un vrai truc, un actif qui a de la valeur, t'es connu sur le marché. Mais bon, voilà, c'est du travail, énormément de risques, et il faut être prêt à l'affronter. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Romain Pirotte. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir mon ami Antoine Sacco. Comment vas-tu Antoine? Ça va et toi, Romain? Merci Ah, ça va. merci de m'inviter. C'est vrai que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas appelé, qu'on n'a pas fait une vidéo ensemble, donc c'est un plaisir à nouveau de pouvoir te recevoir sur la chaîne. Pour te présenter rapidement, c'est vrai que tu es un expert en Google Ads, expert tout ce qui est conversion, landing page, etc. sur tous les flux publicitaires. Moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre à tes côtés quand notamment on travaillait un petit peu dans les mêmes bureaux à Paris. Donc voilà, je peux le dire, tu es vraiment très très fort, tu as fait beaucoup de belles choses, des milliers de leads, pour ne pas dire des millions. Donc ça va être une grosse vidéo et je te laisse tout simplement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore pour la chaîne. Mais en tout cas, merci encore pour ton temps et je t'en prie. Eh ben écoute, merci à toi. Hein. Voilà, on n'est pas là pour se, pour se cirer les pompes, mais ça me fait plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas, enfin, on est en contact depuis très longtemps, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas appelé. Voilà, donc très content d'échanger avec toi et puis de pouvoir faire cette formation avec Learning Club, cofondateur de Leads.fr. Leads.fr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'achat et vente de leads. On vend des leads sur des secteurs assez divers, enfin les plus concurrentiels en France, comme l'assurance, la mutuelle, l'immobilier, le rachat de crédit, enfin bref. Et donc on a aussi lancé un CRM, enfin un outil marketing tout en un pour que nos clients puissent lancer leur business, traiter leurs leads surtout, parce qu'en fait on s'était rendu compte que nos clients, en fait, ils achetaient des leads, mais en fait ils les traitaient sur Google Sheets, il n'y avait pas d'outils particulièrement adaptés. Et il y avait les CRM du marché, mais c'était pas forcément non plus adapté aux petits clients. Et du coup, on a lancé un CRM qui leur permet de traiter leurs leads, voire d'en générer eux-mêmes, de faire des automatisations, d'envoyer des SMS, enfin ce qu'on appelle du nurturing en fait, pour que les leads qu'ils achètent, qui ont quand même un certain prix, en fait, ils les rentabilisent au mieux. Parce que nous, on peut faire tout notre max pour générer des leads de qualité, c'est l'enjeu, mais derrière, en fait, on a aussi une responsabilité sur le fait que le traitement du lead soit le mieux optimisé possible, même si c'est pas notre responsabilité à nous. Bah, si le client il traite mal son lead, quelque part, il va avoir moins de rentabilité et il va dire que nos leads sont pas bons. Donc en fait, on a essayé d'optimiser toute la chaîne, de la génération du lead jusqu'à la transfo, quoi, la transfo en vente. Et donc je suis assez fier de ça. Ça c'est un projet le CRM qu'on a lancé il y a à peu près 6 mois, et dans la continuité de cette plateforme d'achat et vente de leads. Même si aujourd'hui on dit achat-vente de leads, mais c'est nous qui générons 80% des leads et on a à peu près 20% d'affiliation, quoi. Mais on fait de l'affiliation et s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent nous vendre du lead, et ben on les achètera avec grand plaisir si jamais, bien sûr, on traite la thématique. Voilà, je pense avoir fait un bon petit tour de leads.fr, de qui je suis. Enfin, moi, après, j'avais déjà fait une formation Google Ads avant de faire leads.fr il y a 4-5 ans. Je sais pas si tu te rappelles. Si, si, carrément. Et puis voilà, avant, je faisais de l'affiliation, toujours dans la génération de leads, mais c'était plus en marque blanche, c'était plus pépère. Quand on était ensemble dans les bureaux à Malakoff, là, c'était plus tranquille. Et là, avec leads.fr, avec mon associé Emmanuel, on est passé quand même dans une autre dimension. Voilà. Ok. Bah, félicitations en tout cas pour cette très belle aventure qui ne fait que commencer pour Leads.fr. C'est vrai que tu as vraiment step. Moi déjà, quand je te connaissais à l'époque, c'était déjà des gros montants, des gros volumes. Et là, c'est très très beau tout ce qui se crée. Ce qui serait intéressant, ce serait de faire un focus un petit peu aussi sur ton parcours avant Leads.fr. Si tu peux nous expliquer un petit peu l'époque, tu vois, comme tu parlais à Malakoff, à Paris, quand on bossait ensemble, qu'est-ce que tu faisais précisément
par exemple, les divers domaines d'activité. C'était quoi ta routine quotidienne pour aller trouver les meilleurs leads pour tes partenaires? Voilà, si tu as quelques clés à nous communiquer. Bah, en fait, moi, avant, bah, j'avais, enfin, j'ai toujours la société qui s'appelle Locally Web et on générait des leads en affiliation. Donc, je vais peut-être préciser un peu ce que c'est que l'affiliation pour ceux qui nous suivent et qui savent pas ce que c'est. C'est qu'en gros, bah, je travaillais pour des plateformes qui étaient bah, aujourd'hui concurrentes, enfin qui sont aujourd'hui concurrentes de leads.fr, des plateformes d'achat-vente de leads. Et en fait, je leur revendais en marque blanche, c'est-à-dire qu'on savait pas que c'est moi qui les générais, on savait pas que c'était Locally Web. Il y avait à l'époque, on générait une grosse partie des leads en immobilier neuf, défiscalisation, etc. du marché. Enfin, une grosse partie, peut-être pas une grosse partie, mais une partie non négligeable, disons. Mais les gens ne savaient pas que c'était nous. Voilà. On était des grossistes, si je puis dire. Ça se dit pas trop dans le monde du lead, mais quelque part c'est ça, hein, pour imager, on est des grossistes du lead. Et donc du coup, on est monté une petite équipe de 4 à Malakoff, et on était vraiment spécialisé sur Google Ads, à tel point que c'est en fait à l'époque j'avais fait cette formation Google Ads, non pas trop pour faire du chiffre d'affaires, voilà, c'était vraiment en fait pour mettre sur papier. Ça, moi j'aime bien mettre sur papier des méthodes de telle sorte de les ancrer pour moi-même surtout, et aussi pour ceux avec qui je bosse. Et je regrette pas du tout parce que du coup cette formation, elle m'a permis de me structurer en fait, de mettre des modules sur des méthodes. Voilà, je sais pas trop si ça se dit. Aujourd'hui, bah, je les utilise encore avec un process bien particulier. Voilà. Donc voilà un peu pour le parcours. Après, on peut revenir à encore plus avant. À la base, moi, j'avais créé Locally Web parce que avec pour objectif de concurrencer Solocal. Je sais pas si ça te parle. Solocal, c'est les pages jaunes avec un annuaire, voilà. Et ça a été un échec. Hein, faut bien dire ce qui est. Bah voilà, il faut appeler un chat un chat. Là, ça va faire 8 ans maintenant, tu te rends compte. J'ai vite compris que si je voulais concurrencer les pages jaunes tout seul, sans lever de fonds, dans ma grotte à Malakoff, ça allait être compliqué. Donc je me suis dit, bah, je vais faire de l'affiliation et c'était un très bon choix. J'ai commencé à générer du lead, un peu de lead, moyennement du lead et beaucoup de lead. Et après, bah, j'ai rencontré Emmanuel Lamère, mon associé maintenant, qui lui est spécialisé sur les réseaux sociaux, qui m'a proposé, bah, pendant le Covid, de m'associer avec lui. Il m'a dit viens en Savoie, viens au Grand Air. Moi à ce moment-là j'étais à Paris, voilà, quelques kilomètres du périph, on était confinés. Enfin bon voilà, donc j'ai pas réfléchi très longtemps. Au départ j'étais un peu réfractaire, je me disais non, j'étais tranquille, et puis il m'a dit bah de toute façon si tu viens pas je le ferai sans toi. Là forcément ça titille un peu l'ego, puis j'y suis allé, puis je regrette pas une seule seconde. C'est une Génial. aventure humaine, c'est une aventure humaine incroyable. Alors, tu nous as parlé un peu plus d'affiliation que tu faisais avant. Tu nous parlais aussi le fait que maintenant, tu t'approvisionnais directement, on va dire, en haut de la chaîne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en termes de rentabilité versus problématique? J'imagine que l'affiliation est beaucoup moins rémunérateur que vendre des leads en direct, par exemple, mais ça présente aussi d'autres problématiques. Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'explications? Parce qu'ici, il y a beaucoup d'affiliés et beaucoup de personnes qui veulent bosser en direct. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le faire lorsqu'on a un certain volume de leads, par exemple? Alors, je vais essayer de répondre de manière la plus transparente possible. Donc, en gros, moi, c'est exactement ce que j'ai fait, d'aller vendre en direct. Donc, je ne peux que le conseiller à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Après, c'est pas du tout la même chose. En gros, être affilié, on est dans sa zone de confort, on est tranquille, on fait du chiffre d'affaires, on fait de la marge, on est peinard. On a, voilà, on n'est pas trop embêté. Maintenant, je vais te lister tous les avantages et tous les inconvénients de, bah, quelque part de désintermédier. C'est le choix qu'on a fait, Emmanuel et moi. Donc, le premier avantage, faut être honnête, c'est tu récupères de la marge. C'est une évidence. Même si moi, à l'époque, quand j'étais affilié, j'avais réussi à négocier avec beaucoup de mes partenaires ce qu'on appelle un rev share, partage de rémunération, où j'étais à 80% de reversement, ce qui est excellent. Je pense que c'est le top du top qu'on peut obtenir quand on est affilié. Nous, par exemple, on propose quasiment pas, vraiment de temps en temps à des très gros affiliés, mais voilà, ça se fait très peu. Donc, on va récupérer quand même de la marge. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que
en fait, on développe une marque, on est en frontal par rapport au client et on a la reconnaissance, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle le brand power, le pouvoir de la marque, et on fait de la valo, on développe une marque qui a de la valeur. Alors quand on est affilié, certes, on a de la valeur, mais pas vraiment aux yeux des clients finaux. Et ce qui est important sur le marché du lead, c'est quand même d'avoir de la valeur auprès du client final. Voilà. Donc ça c'est les avantages. Les inconvénients maintenant, je vais les lister et il y en a quand même un paquet. L'inconvénient, c'est que pour faire tout ça, en fait, tu dois déployer quand même un système, donc en termes tech notamment, aussi en termes commercial, en termes d'affiliate management. Après aussi, dès que tu commences à monter une boîte, tu as tout ce qui est fonction support, donc admin, ressources humaines, etc. Et donc en fait, tu commences Leads.fr, on a commencé Leads.fr avec un volume de charges fixe qui est énorme, qui n'a rien à voir à quand tu es affilié. Quand tu es affilié, tu peux être tout seul. Donc Ouais. en fait, ton seuil de rentabilité, il est tout de suite beaucoup plus élevé. En fait, tu changes littéralement d'échelle. Voilà. Et ça, c'est quand même un inconvénient parce que là où avant, tu peux faire, j'en sais rien moi, X en chiffre d'affaires. Bah, si tu veux faire la même chose en termes de marge, tu dois faire 5X par exemple, tu dois faire 5 fois plus. Ouais. C'est dans les échelles, faut pas les suivre, hein, mais c'est un ordre de grandeur. Moi, je pense que j'ai même dit, ouais, c'est ça, c'est 5 fois plus à peu près. Donc, il faut bien être sûr de soi, faut avoir envie de faire une aventure entrepreneuriale avec du stress, voilà. Donc, je vais continuer à lister. Après, il y a tout ce qui est les systèmes des impayés. Quand tu es affilié, généralement, tu te fais toujours payer. Parce que c'est quand même des grosses boîtes, elles ont besoin de toi, donc tu te fais payer, tu peux même te faire payer à la semaine. Voilà. Nous chez X.fr, on a une grosse partie, c'est le recouvrement. C'est très compliqué de se faire payer. Tu vois. D'accord. C'est vraiment pas facile. Et tu dois relancer sans cesse les clients. Donc ça, c'est quand même un gros inconvénient. Tu as toujours une partie, faut être honnête, hein, toujours une partie de ton chiffre d'affaires que tu vas mettre en risque. Tu sais que il y a une partie que tu ne récupéreras jamais. Alors que quand tu es affilié, tu te fais toujours payer. Donc ça, tu dors pas forcément sur tes deux oreilles. Après, tu as la partie tech. La partie tech, c'est enfin, tu vois, une infrastructure technique, tu dois faire transiter tes leads, tu dois les héberger, tu dois les dispatcher, tu dois mettre un système de capping par client, par commande, tu dois mettre des algorithmes. Enfin, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est pas du tout pareil que quand tu es affilié et que tu dois envoyer des leads à une personne. Donc en termes tech, tu as beaucoup de ressources à déployer, tu es obligé donc du coup d'avoir un directeur technique. Enfin voilà, c'est pas neutre. Le dernier inconvénient, c'est tout ce qui est ressources humaines en fait. Moi, mon gros problème, et j'avoue, ça me fait un peu souffrir au quotidien, c'est que mon expertise, c'est quand même de faire des campagnes, de faire du Google Ads, et avec tout ce que j'ai à gérer au quotidien dans la boîte, parce que tu deviens vraiment chef d'entreprise, moi, je dois faire peut-être 20% de ce que j'aime, quoi. Tout le reste, ça va être du management, des réunions, des dossiers d'innovation, des rendez-vous avec la banque. Ouais, beaucoup de problématiques de ressources humaines. Ça, c'est un truc dont on peut parler aussi. C'est ce que j'avais le moins anticipé et c'est ce qui est le plus dur. Peut-être que toi aussi, tu peux me le confirmer. Ouais, je C'est confirme. gérer l'humain, franchement, c'est Ouais. insupportable. Excuse-moi, on a une Je t'en prie. responsable des ressources humaines qui nous gère super bien le truc. En fait, on se fait un peu une montagne juridique, administratif et tout, mais ça se gère. Par contre, l'humain, c'est ce qui est le plus dur et c'est surtout, ça peut t'empêcher de dormir, quoi. Des fois, quand t'as des sujets, des cas qui sont Mm, compliqués. mm. Mais je ne regrette pas une seule seconde parce que l'aventure entrepreneuriale, elle est incroyable. Et même si demain tout devait s'arrêter, je ne regretterais pas une seule seconde de l'avoir fait. Parce que tu montes une vraie marque, tu fais une vraie team, tu as un vrai truc, un actif qui a de la valeur, tu es connu sur le marché. Mais bon, voilà, c'est du travail, énormément de risques et il faut être prêt à l'affronter. Pour te rejoindre, c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale, dans tous les cas, elle se vit à plusieurs. Donc c'est vrai qu'avoir des collaborateurs, bah, faire à 20% sa zone de génie et faire 80% de trucs qu'on n'aime pas, ou des fois tu dors pas parce que les gens ils sont plus dans l'émotionnel, voilà, c'est de la gestion, c'est de l'humain. C'est vrai que c'est très compliqué. Et comme tu dis, malgré des ressources humaines, tu restes le boss, tu vois, ou en tout cas un des boss. Donc les gens ils vont plus facilement aller directement vers toi. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments très positifs comme négatifs,
Mais ouais, je te souhaite que de vivre une bonne aventure. Et effectivement, là, t'es passé d'un step en mode vraiment très gros affilié avec quand même beaucoup de volume, des très beaux deals, comme tu disais, à créer une vraie structure. Toi, tu as toujours été en plus dans l'optique de valoriser ton travail du quotidien. Et là, c'est ce que tu fais vraiment avec leads.fr. Donc, franchement, chapeau. C'est stylé. Bah, merci. Je t'en prie. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors sans citer forcément toi les niches que tu travailles avec ton équipe au quotidien, mais pour définir un peu plus concrètement la génération de leads, est-ce que tu pourrais donner des idées de niches qui se fait de manière récurrente, hein, par exemple les leads travaux, les leads finance, les leads artisanat ou n'importe, qu'on pourrait retrouver sur Google Ads, typiquement sans forcément parler de ce que toi tu fais, mais ce que, voilà, je pense des niches, t'en connais plein, pour vraiment expliquer à notre audience. Bah, des niches, moi, à partir du moment où c'est des gros secteurs, j'appelle plus ça des niches, j'appelle ça des secteurs d'activité. Effectivement, pour générer du lead, ça peut être paradoxal, mais je pense qu'il vaut mieux, c'est comme ça que j'ai commencé et je regrette pas, il vaut mieux aller sur des secteurs qui sont concurrentiels, parce que effectivement, le lead va peut-être coûter un peu cher, mais par contre, il y aura toujours des débouchés. Si on arrive à un moment donné à craquer un peu le truc, à générer du lead pas cher, c'est là qu'on va, de toute façon, on va réussir à les vendre et on va pouvoir scaler et développer son activité. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un conseil que je donnerais. En fait, il y en a beaucoup qui disent non, mais il faut commencer. Ça a été une époque, c'était une mode à une époque. Bon, je sais pas si ça l'est encore, mais c'était se dire non, non, faut commencer sur des trucs hyper nichés là pour le coup. Ouais, sauf qu'en fait, tu vas commencer sur un truc niché, mais à un endroit où t'as pas de débouché commercial. Donc, si tu dois aller chercher, j'en sais rien, moi, le paysagiste du coin qui est dans le Calvados, ouais, tu vas peut-être le trouver. Effectivement, tu vas peut-être générer du lead pas cher, mais c'est pas ça qui va te faire vivre. Alors que si tu attaques un secteur comme l'assurance, la mutuelle, oui, tu vas galérer au départ. Tu vas devoir serrer les dents, tu vas devoir passer des nuits, des semaines sur des landing pages, optimiser le petit truc, le machin. Par contre, une fois que tu auras un bon coup d'acquisition, tes leads, ils vont partir et ils vont t'appeler 10 fois par jour pour que t'en envoies plus, tu vois. Ah ouais, Donc moi, c'est vraiment, ouais, ouais, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Donc pour les citer, bah après, voilà, il y a les assurances. Moi, j'ai rien à cacher. Les assurances, l'habitat. Même si l'habitat, moi, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quoi? Il y a tout ce qui est banque et crédit. Même si en ce moment c'est plus compliqué, forcément avec les taux. Il y a l'immobilier. C'est aussi un peu plus compliqué en ce moment. Parce que forcément, mécaniquement, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais là, en ce moment, au moment où on se parle, les taux sont à peu près à 5%. Et là où avant, quand les taux étaient à 1%, bah, il fallait, j'en sais rien, moi, il fallait 50 litres pour faire une vente auprès de nos clients. Maintenant, il en faut 100. Parce que tu as un dossier sur deux qui est refusé en banque. Donc mécaniquement, ça met de la pression sur ceux qui génèrent du lead et c'est plus compliqué en ce moment. Mais sur le long terme, de la demande de lead dans l'immobilier, les assurances, la banque, il y en aura toujours énormément et l'habitat aussi. Voilà, donc c'est les quatre secteurs principaux. Après, il y a aussi tout ce qui est santé. Nous, on n'en fait pas du tout. Alors, j'ai pas d'idée, mais voilà, la santé, vu que c'est une problématique des gens que les gens auront toujours, euh, je pense que c'est un secteur où on peut faire du lead assez facilement. d'accord. Donc toi, tu vas sur des secteurs evergreen. Si, comme ça, si tu mets Ouais, plusieurs mois de formé, tu deviens très bon, mais tu veux pas que ça s'arrête, quoi. Que ça continue le plus longtemps possible pour vraiment c'est ça. capitaliser Et sur tout le travail. moi, je déteste le one shot. Donc en fait, je pourrais très bien trouver un secteur qui fait du lead là. Bah par exemple je vais te donner un exemple, les crypto-monnaies. Bon déjà, c'est un secteur qui est un peu qui me plaît pas forcément énormément, mais en plus, ça se trouve ça va s'arrêter. Donc en fait, je vais faire du travail pendant un an ou deux, et puis du jour au lendemain, tout va Ouais. s'arrêter. Donc moi, je travaille que sur des choses que je peux bosser pendant des années, en fait. Ok. Ok. Voilà. Bah, on note un petit peu ces différentes niches et c'est vrai que c'est très contre-intuitif ce que tu as dit et franchement, j'en prends note. Le fait que parfois, vaut mieux se lancer sur du concurrentiel, quitte à avoir peut-être moins de chances de taux de succès. Mais par contre, en bossant fort, si vraiment tu as confiance en toi et que tu bosses fort et que tu arrives à craquer un peu, trouver les bons mots-clés ou la bonne LP, là, ça peut faire la différence. Et c'est vrai que c'est très intéressant Voilà. de voir de ce point de vue-là. Ouais. C'est un peu je vais citer je crois qu'il s'appelle Richard Détente, c'est un YouTuber. Il appelle ça la théorie du dernier survivant. Et moi, je me l'applique tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier survivant, c'est quand il y a une bataille, bah, si t'es le dernier survivant, tu vas quand même t'auras pris assez cher. Tu seras pas forcément en très bonne posture. Mais par contre, quand il y aura la renaissance, quand tout va se reconstruire, bah, tu vas être celui qui prend tout. Donc, faut pas hésiter à aller au combat, à aller Ok. au fight. Et derrière, tu vas tout ramasser. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner trois clés, plus ou moins trois clés de succès pour une bonne campagne
Google Ads en 2023? Alors, 3 clés. Je vais peut-être t'en donner 2, je vais peut-être t'en donner 4. Donner quelques clés, disons. Comme tu veux. Alors, Avec plaisir. Je prends toutes les clés que tu me c'est pas donnes. un entretien d'embauche. Il n'y a pas 3 qualités, 3 défauts. Alors, donc en gros, le media buy, il y a le marché de l'attention et le marché de l'intention. Le marché de l'attention, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, etc., où là, il faut hacker l'attention. C'est-à-dire il faut que les gens ils arrêtent de scroller et qu'ils cliquent sur ta pub. Tu te démerdes comme tu veux. C'est la clé du truc sur les réseaux sociaux. Je suis pas un expert, mais j'en côtoie beaucoup. Mon associé, la team marketing qu'on a chez nous, voilà. Et en gros, il faut pas arrêter le scroll. Voilà, c'est le seul objectif. Et en search, il y a le marché de l'intention. Et donc pareil, là, moi ce que j'appelle, il faut hacker l'intention. Donc en fait, il Hmm. faut se mettre à la place des gens. C'est là où vraiment le search marketing, c'est dans search marketing et marketing, il faut se mettre dans la tête des gens. Quand on fait du SIA, mine de rien, si t'es bon en marketing, tu seras bon en SIA. C'est ça le truc. Tu peux être bon en SEO. Tu vois, si t'es pas bon en marketing, tu seras pas bon en SIA. D'accord? C'est pas parce que tu as du D'accord. search que tu seras bon en SIA, forcément. Donc, Hmm. pour hacker l'intention, il faut se mettre dans la tête des gens. D'accord? C'est-à-dire que, ok, quand ils tapent ça, ils veulent quoi? Ils ont besoin de quoi? Donc, en fait, faut faire son analyse d'intention. Alors, ça commence par de l'analyse de mots-clés, mais après, tes mots-clés, tu les regroupes par intention. Et puis, tu captes ce qu'il y a derrière. Tu les classes par différentes intentions et tu dis, bah, ok, pour ce groupe-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en face comme promesse pour que la personne, je me mets dans sa tête, elle se dise, ok, c'est bon, je vais cliquer sur cette annonce et je vais remplir le lead. Ok? Donc c'est D'accord. vraiment focus intention. Là, je vais pas te donner d'exemple, ça sera un peu pas très parlant, mais je pense avoir été assez clair sur le fait de hacker l'attention social ads et hacker l'intention en search En marketing. search. Voilà. Ok. Ça, c'est la première clé. Après, la deuxième, c'est ouais, non, je vais dire c'est un peu bateau, mais c'est la vérité. Donc tant pis, si ça a déjà été dit 15 fois, ce sera une 16e fois. C'est faire de l'A/B test. L'A/B test aujourd'hui, c'est le truc qui est facile à faire. T'as plein d'outils et franchement, ça peut te faire gagner énormément d'argent à long terme parce qu'en fait, tu vas mettre deux variables en battle. Tu vas garder celle qui transforme le mieux et après celle qui est perdante, tu vas la supprimer. Tu vas en mettre une autre. Moi, j'invite tout le monde à faire des A/B tests indéfinis. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir deux landing pages l'une en face de l'autre et de cette manière-là, on va optimiser en fait en fil rouge, en continu au fil des mois, des années ces campagnes. Donc ça c'est le deuxième tips. Après, ouais, troisième tip, je vais dire mettre des micro conversions. Les micro conversions, je vais expliquer ce que c'est. Tu me diras si c'est assez clair. Mais en fait, c'est pour le coup c'est un tips assez avancé. Mais je pense que si il y a des débutants qui nous écoutent, faut qu'ils se focusent bien et ils vont être contents d'avoir entendu cette astuce qui est avancée parce que ça va leur faire gagner beaucoup de temps. La micro-conversion, en fait, c'est le principe de scinder en fait les étapes jusqu'à la conversion finale. Typiquement, on va dire, voilà, je génère un lead, on va dire en immobilier, en mandat immobilier, pour des agences immobilières. Et souvent, ces leads-là, ils se vendent peut-être 50-60 euros. Et à générer, ils vont coûter peut-être 30-40 euros, ce qui est quand même pas mal. Et quand on se lance là-dedans, avant de générer des leads, il va peut-être falloir utiliser beaucoup de clics. Et en fait, mécaniquement, plus le prix du lead est cher, plus le budget à allouer à cette campagne-là est élevé. Ok. Donc en fait, on va utiliser des étapes intermédiaires, des indices de conversion qui vont permettre de pouvoir optimiser plus rapidement la conversion, d'optimiser plus facilement ces campagnes. Donc typiquement, ça va être le premier clic sur le formulaire. Ça peut être aussi le temps passé sur la landing page. Donc là, on parle pour la génération de leads. Pour le e-commerce, ça peut être par exemple l'ajout au panier, la lecture intégrale de la fiche produit. Enfin, c'est ce genre de choses-là qui peuvent permettre de, ok, peut-être là où vous auriez par exemple deux conversions, deux ventes ou deux leads générés, ben en fait, si vous traquez plutôt la micro-conversion, vous allez peut-être avoir 20 conversions. Et en fait, faire remonter 20 conversions dans Google Ads va beaucoup plus rapidement optimiser que s'il en a deux, tu vois. Et du coup, D'accord. Ok. Hmm. le budget nécessaire sera beaucoup moindre pour optimiser ces campagnes parce que Google utilise beaucoup d'intelligence artificielle, utilise beaucoup de machine learning, énormément d'algorithmes qui sont censés nous aider, mais en fait, si on lui donne pas de matière, il pourra pas optimiser. Donc si tu lui donnes deux conversions, ça sera beaucoup moins efficace que si tu lui en donnes 20, tu vois. Ok. Donc en fait, à budget égal, si tu lui donnes à manger, entre guillemets, des micro-conversions, ça sera plus efficace que si tu lui donnes des conversions finales. Donc ça, c'est un tips que moi j'utilise au quotidien, surtout sur les secteurs où le lead coûte cher. Voilà. Mais après, si vous êtes sur des secteurs où le lead coûte pas cher ou si la vente elle coûte quelques euros, là vous n'avez pas besoin d'utiliser cette méthode. Parce que si vous vendez des trucs à 5 balles, moi typiquement en mutuelle,
je génère du lead à 7 euros, je vais pas utiliser des micro-conversions parce que ça veut dire que pour 70 euros, je vais déjà avoir 10 conversions. Voilà. Par contre, si vous générez, je sais pas moi, vous avez des paniers moyens à 1000 euros, vous êtes obligé d'utiliser des micro-conversions. Je sais pas si j'ai été D'accord. suffisamment clair, mais c'est vraiment important C'est d'appréhender ce super principe clair, de ouais. micro-conversion. Non, non, c'est très très clair. Et tout ça, ça se passe, j'imagine, au niveau du tracking Google Ads, des configurations. Alors, il y a différentes manières de faire du tracking. Maintenant, on a la chance ou la malchance, je sais pas, mais avec tout, tu sais, tout le tracking qui se passe côté browser sur les pages, c'est très mal vu. La RGPD est très stricte. Apple bloque beaucoup les scripts. Donc maintenant, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de serveur to serveur, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'information depuis son back office à Google. C'est beaucoup plus comme ça qu'on le fait maintenant. Moi, typiquement, quand je génère un lead, avant, j'utilisais une balise que je mettais à la fin de mes formulaires. Maintenant, en fait, je vais envoyer l'information de mon lead connecté à Google. Du coup, ça se fait côté, ça s'appelle server side, et D'accord. je n'ai plus besoin de mettre plein d'infos, plein de scripts. Moi, j'utilise plus Google Analytics, par exemple. Il y a même des landing pages où j'ai pas besoin de mettre de bandeau de cookies parce que je n'ai rien sur ma landing page. Ok. Ah, je savais pas qu'il fallait procéder comme ça maintenant. C'est vrai que moi, j'étais resté sur un petit peu, tu sais, le script avec sur la thank you page. Enfin, la thank you page, c'est à la fin du funnel. Ça, c'est Et à d'accord, l'ancienne, maintenant ça. c'est encore un autre. Ouais, à l'ancienne. Et encore maintenant, c'est Mais, un autre schéma. Frérot, je suis resté bloqué en 2005. ouais. Je rigole. Non, j'ai mis du temps à m'y faire et puis ça demande vraiment ça demande un peu de configuration technique. Il faut bien maîtriser les outils comme Zapier, etc. Mais une fois qu'on a réussi à tout setup, c'est un bijou parce qu'en plus on est full compliant et en plus en termes de fiabilité du tracking, c'est parfait. Mais là, on va vraiment rentrer dans des concepts trop avancés. Je pense que si tu veux que tout le monde suive, faut qu'on aille sur des choses plus simples. Non, 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 bien sûr. Non, c'était très clair. Merci pour ces trois clés en tout cas, Antoine. Je pense que ça va donner pas mal de petites idées. Est-ce que tu aurais des conseils d'ordre général pour faire une bonne landing page en génération de leads? Moi, je t'ai vu faire plein d'AB tests sur des formulaires, sur des boutons, sur des couleurs, sur des textes, sur des landings. Donc, tu as une grosse expertise dessus. Est-ce que de manière générale, tu as des choses à faire ou surtout des choses à ne pas faire pour créer sa première landing page en génération de leads? Bah, la première chose à faire, c'est déjà d'utiliser notre outil de génération de d'AB test sur leads.fr. Mais bon, Ok, on va pas faire de pub. Non, mais je si on l'a mettrai fait, le c'est lien. parce qu'on n'avait pas trouvé l'outil. On n'avait pas trouvé l'outil sur le marché qui soit suffisamment bon. Mais après, des tips. En fait, il faut, j'ai déjà dit, il faut faire des A/B tests en permanence. Les tips, ils sont plutôt dans la tête que à l'écran, en fait. Ne pas avoir de croyances et ne pas se fier sur son intuition. Ça, c'est hyper important. Je crois que je te l'avais déjà dit, je le répète. Des fois, le beau est l'ennemi du mieux. Moi, Ouais. je citais assez mes comparses par la mocheté de mes landing pages, qui transforment pourtant super bien. Mais il faut toujours A/B tester. Moi, je vous invite à faire des A/B tests beau vs moche, et vous voyez ce qui transforme le mieux, et vous aurez des Mhm. grosses surprises. Après, ça, c'est des règles de base, je vais en citer. Il faut mettre sur une landing page de la promesse, qu'elle soit claire, de la preuve, faire partie de la réassurance, mais de la preuve, des avantages, des bénéfices. Ça, c'est vraiment du basique, tu vois. Mais c'est important de les faire apparaître. Voilà. Et puis, si on peut aussi mettre de la personnalisation, ça c'est bien quand on fait de l'achat de trafic, de faire de la personnalisation sur la landing page. Ça c'est un concept qui est un petit peu avancé. Personnalisation, c'est-à-dire qu'en fait on va récupérer les informations de l'audience qu'on a ciblée et on va les mettre sur la landing page. Comme ça la personne va se sentir davantage concernée par le message qui est sur la landing page et le taux de conversion sera amélioré. Je pense vraiment en quelques mots, là je t'ai donné tous les trucs à respecter sur une landing page. Ok. Au niveau de la segmentation, il t'est déjà arrivé, est-ce qu'il Ouais. t'arrive encore le cas, par exemple, de faire une landing pour un mot-clé, Non, non, typiquement non. Ça, au moins de modifier le titre ou juste la promesse pour un mot-clé en particulier, un mot-clé winner, ou c'est pas forcément très utile? Alors, moi, je le faisais avant. Je ne le fais plus maintenant. Moi, j'essaye de moins de landing page possible. Vraiment, less is more. Parce qu'il faut pas oublier qu'après, si on a 40 landing pages, bah, si tu veux optimiser un truc, bon courage. Voilà. Ouais. Donc, une landing page ultra optimisée qui adresse toutes les intentions, c'est vraiment le top du top.
Après, il y a des petits tips. C'est de faire de la LP dynamique. Tu peux faire de l'injection de mots-clés, tu récupères le mot-clé en URL et puis tu l'injectes dans la landing page. C'est vraiment, là pour le coup, là je m'adresse à un, je m'adresse à un ancien Black Hat, donc je pense que tu vois à quoi je fais allusion, mais c'est pas vraiment je travaille une landing page pour un mot-clé. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement des extensions d'annonces? Alors, tu m'en avais parlé encore, je m'en souviens à Paris, tu m'avais vraiment challengé sur le truc, comme quoi c'était, voilà, il fallait tester dans le cas où je faisais des campagnes. Je t'avais revu en parler dans une nouvelle vidéo récemment sur ton compte Twitter. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et nous dire s'il y a un gros potentiel ou non en 2023? Alors les extensions d'annonces, l'avantage principal, en fait il y en a deux. C'est d'augmenter le taux de clic, donc le CTR de ces annonces. Et le deuxième avantage, c'est de faire de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, donc en quoi ça va améliorer le CTR? C'est-à-dire que ça va prendre plus d'espace dans les SERP, dans les résultats de recherche. Ça va attirer l'œil. Faut que j'explique un peu ce que c'est que les extensions d'annonces ou pas? Ouais, voilà, c'est les petits liens bleus qui sont en dessous des résultats, enfin du résultat et c'est cliquable, donc ça attire l'œil. Et mécaniquement, vu que ça prend un peu de pixels en plus, et ben ça augmente le taux de clic mécaniquement. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, donc je reviens sur le premier avantage, et quand on a un meilleur taux de clic, en fait on va payer moins cher, Google va mécaniquement faire payer moins cher ses clics, donc c'est tout bénef. Et l'autre avantage c'est la personnalisation, c'est-à-dire que en fait les gens, en fait on va segmenter. Enfin moi ça c'est ma méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on va cibler différentes catégories d'utilisateurs dans ces extensions de liens. Et du coup, les gens vont se sentir davantage concernés. Ils vont penser, d'ailleurs, ça peut être le cas, hein, que la landing page qui est derrière le clic euh, leur est dédiée. Donc, typiquement, moi, je fais beaucoup de segmentation par âge. Je fais de 25 à 35 ans en extension de lien. Et puis sur la landing page, je vais dire, bah voilà, telle offre pour les 25 à 35 ans. Donc c'est un petit biais mental. Et du coup, bah ça augmente aussi le taux de conversion derrière. Parce que les gens ils disent, ah c'est bon, j'ai trouvé la page qui me correspond parfaitement, c'est bien, je suis au bon endroit, voilà. Donc c'est le deuxième type des extensions de lien. Super. Ok, ouais, effectivement, pour la segmentation et pour même revenir sur l'intention, c'est vrai que la personne qui a 25 ans et qu'elle uniquement pour entre 20 et 26 ans, c'est vrai qu'elle va davantage se sentir concernée. Ça, ouais, c'est vrai que c'est un bon biais mental. Super, ok, donc tu recommandes les extensions. Pour continuer un peu sur cette trame-là, est-ce que tu aurais... Bon, tu as déjà donné pas mal de tips, pas mal d'infos, pas mal de points à aller investiguer. Est-ce que tu aurais un autre tips à nous donner qui deviendrait un petit peu comme ça à ce moment même? Un tips Google Ads ou un tips sur les CPC, sur les CPA, voilà, un truc qui pourrait faire Bah kiffer oui, l'audience. utiliser des images, des extensions d'images. C'est pas un gros tips, mais c'est un truc, c'est quand même sympa. Vous pouvez utiliser des extensions d'images. Votre image, elle sera dans votre annonce Google Ads. Et là, pour le coup, en termes de CTR, c'est quand même un groupe. C'est-à-dire qu'on va avoir son image Ok, dans Google. C'est quand même dans Google Ads. Donc ça, faites-le. C'est assez récent, c'est pas très connu. Des fois, on peut se dire, ouais, ça peut être pour du display ou pour être affiché sur des sites. Mais en fait, non, c'est vraiment pour être affiché sur Google. Donc, faut vraiment le faire. génial. Bah, c'est noté. Avant de terminer cette vidéo riche en valeurs, riche en informations, toujours un plaisir en tout cas de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler très rapidement de ta formation sur Learning Club? Donc, surtout pour qui c'est, débutant, intermédiaire, expert. Qu'est-ce que tu expliques dedans au sein de ce cours en ligne sur Google Ads et sur Et les ben, landing pages? en gros, je donne une formation pour générer des landing pages optimisées pour Google Ads. Donc c'est pour Google Ads. Après, vous pouvez le décliner pour d'autres typologies de canaux de sources. Mais là, c'est vraiment pour Google Ads. Et j'explique en gros comment est-ce que on choisit ses intentions, comment est-ce qu'on les adresse dans une même landing page, comment est-ce qu'on les structure au sein de sa landing page, enfin comment est-ce qu'on organise toutes ces informations-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de règles à respecter pour faire une bonne landing page. On peut faire des landing pages très courtes, mais qui soient bonnes. Donc, oui, du coup, c'est vraiment optimisé pour le search marketing. Donc, c'est Google Ads, tout ce qui est aussi Microsoft Advertising, voilà. Euh, comment faire une landing page qui transforme, qui a des bons taux de transformation. Et donc, pour ça, on part du choix des intentions jusqu'à le fait de les décliner dans la landing page. On fait un cas pratique de A à Z, c'est-à-dire que j'ai pris en fait un secteur d'activité, un objectif. Je choisis des intentions avec vous. Je vous montre comment on fait. Je vous montre comment on structure la landing page et on fait la landing page ensemble. On l'a fait sur l'outil leads.fr,
mais vous pouvez la faire sur n'importe quel autre outil comme ClickFunnels, Leadpages. Je vous donne tous les outils que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc c'est vraiment un cas pratique où je vous donne de la théorie, mais c'est aussi énormément de pratique. Voilà, pour résumer un peu ça. La formation, elle fait, il y a 3 modules, elle fait 2 heures et demie, donc c'est assez condensé. Je pense que ça peut être bien pour ceux qui font déjà du Google Ads ou qui s'apprêtent à en faire. Donc pour te répondre, c'est ni très débutant ni très avancé. Mais je pense que c'est une très bonne base quand on veut améliorer ses performances en Google Ads. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir tomber sur une formation comme ça quand j'ai commencé ou même quand j'avais 1 an. En fait, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps d'avoir une formation landing page comme ça, bien condensée, quoi, pour résumer. Super. Bah franchement, j'ai hâte. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai hâte de la regarder. Je te ferai des retours. En Ouais, tout cas, voilà, ça fait plaisir. C'est la première formation Google Ads, optimisation de landing, vraiment très très important, qu'on va proposer sur Learning Club. Et je te remercie vraiment beaucoup, voilà, de nous faire confiance à notre plateforme, à notre équipe. Et j'en doute pas que ce soit un cours vraiment de grosse qualité. Écoute Antoine, c'était vraiment une grosse interview. J'ai vraiment kiffé de parler, d'écouter de nouveaux tips et de me remémorer certains anciens tips que tu m'avais déjà donnés dans le temps. Et je vais te laisser le mot de la fin. En tout cas, voilà, prends soin de toi. J'espère que ton aventure va faire que péter pour lise.fr. C'est que du bon que tu nous as annoncé. Et on se voit mais, sûrement en décembre ou en janvier. Je l'espère. ouais, bah carrément. Bah, le mot de la fin, bah merci à toi et à Julien surtout de me donner l'opportunité de faire cette formation. Moi, ça fait allez, 4 ans que je suis en mode sous-marin là dans X.fr, que j'ai donné aucun consulting, aucune formation, et je suis vraiment très content de repartager un peu, de ressortir un peu de ma grotte, si je puis dire, ma grotte de leads.fr pour repartager quelques trucs. Donc là, je suis hyper content. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Moi, j'ai été vraiment hyper heureux là de faire ce podcast avec toi. Et puis voilà, très content de te recroiser au mois de décembre. Super. Merci pour toi, Antoine. À très vite. Prends soin de toi. Que du bon pour la suite. Ciao. Salut Romain. Salut, Antoine. Ciao.